Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. La lecture est probablement la seule façon de s'enrichir sans appauvrir quiconque. Mesdames et messieurs, c'est Délivrez-vous qui rentre chez vous, une émission du livre, une émission qui célèbre l'esprit et l'intellection. On va ouvrir cette émission avec la rubrique Temps Poème. Vous avez sûrement remarqué que depuis quelques semaines, je n'arrête pas de vous lire Georges Castrat. Il s'agit d'un hommage que l'émission rend à l'un de nos meilleurs poètes haïtiens qui vit présentement à Pétionville. L'encre et ma demeure est une collection de beaucoup de ses poèmes, de ses meilleurs poèmes. Je m'en vais vous lire Certitude, un poème qu'il faut carrément maîtriser de mémoire. Certitude, ce n'est pas avec de l'encre que je t'écris, mais avec ma voix de tambour, assiégée par des chutes de pierre. Je n'appartiens pas au temps des grammairiens, mais à celui de l'éloquence étouffée. Aime-moi comme une maison qui brûle. Voilà Georges Castrat, L'encre et ma demeure, un livre que je vous recommande. Place maintenant à la biographie de l'invité de l'émission, Néhémie Pierre Dahomey. Né Jean-Néhémie Pierre à Port-au-Prince, Haïti, en octobre 1986, j'ai fait du théâtre, j'écris de la poésie, des textes narratifs, des textes argumentatifs. J'ai obtenu, en 2009, une licence de philosophie à l'École normale supérieure de Port-au-Prince. Installé en France depuis 2012, j'ai rédigé un mémoire de philosophie sur Henri Bergson pour l'obtention du titre de Master 2, Lettres, Philosophie, à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Après mes diverses activités professionnelles et artistiques liées au théâtre et à l'animation, je publie mon premier roman en janvier 2017. Depuis lors, je travaille sur mon deuxième roman. En ce moment, je lance et anime une collection d'essais aux éditions Zulma, Paris 16e. Béli décida de placer ses filles pour adoption sans se soucier de savoir ce qu'en pensait Néné. Le pasteur Joël, qui était la seule personne qu'elle mit au courant, n'avait pas encore d'avis. Il attendait de consulter Dieu le Père, qui seul pouvait décider si Béli devait transférer sa responsabilité d'élever les enfants que, du haut des cieux, il lui avait confiés. Une semaine s'écoula après sa rencontre avec le pasteur. Le temps que Béli, regardant tous les soirs Bélial, comblé d'affection maternelle, la petite sœur à sa place, se résolve à les soumettre à la crèche où les attendait, avant un grand voyage avec des parents blancs, de la bouillie, de la bouillie et de la bouillie. Ce régime de prédilection que Mme Pompilus estimait avait l'adresse d'appliquer copieusement aux nouveaux venus était un composé de farine de pommes de terre, de farine de maïs et de farine France, agrémenté de sucre et de protéines synthétiques, le tout dans de l'eau bouillante. L'effet était net. Prise de poids en 2 semaines, joues arrondies, ventre déballonné, noircissement des cheveux chez les plus profiteurs. Et madame ne manquait de sortir, satisfaite de cette phase d'investissement. Cette bouillie magique rend la misère plus potable. Mesdames et messieurs, sur le plateau, délivrez-vous Dahomey. On va commencer déjà par ça. On va laisser rapatrier de côté pour saisir mon invité dans ce Dahomey. Pourquoi, monsieur, êtes-vous un Dahomey? C'est un commencement surprenant. Déjà le vouvoiement. Déjà le vouvoiement. Déjà la lecture qui n'est pas en lien avec la question. Et être pris de court comme ça par un ami qui connaît l'histoire. Et qui te dit carrément pourquoi Dahomey. Effectivement, de naissance, enfin sur les archives, je m'appelle Néhémie Pierre. Il n'y a pas de Dahomey, je l'ai ajouté. J'ai pas mal changé de nom dans ma vie.
comme les personnages dans le roman Rapatrié changent aussi de nom. J'ai souvent changé de nom en fonction des étapes de la vie, de ma vie personnelle. Au moment où je jouais au basket, je m'appelais Maestro. J'étais pas mal doué pour m'appeler Maestro. À mes moments étudiants, et même mon premier livre de poésie est signé sous le nom de Dolmancé. C'est un personnage de Sade dans la philosophie dans le boudoir. Carrément. Eh bien, Dolmancé, pour souligner comme un signal sur mes prouesses de ce domaine-là. Donc, un livre qu'on ne recommande pas. Hein. Un livre qu'on recommande aux plus de 18 ans, plutôt. J'ai changé de nom à ce moment-là. J'ai fait un peu de percussion. Je m'appelais Lélé Dahomey. Et j'ai gardé le Dahomey, Néhémie Pierre Dahomey, nom d'écrivain, nom d'artiste, nom tout court. Et tu penses le garder pendant un petit temps, ce Dahomey? Il me semble qu'après toutes les transformations que je vis, ce sera mon dernier nom. C'est-à-dire, je fixerai mon identité à partir de ce nom-là. Mon identité d'écrivain, mon identité tout court, à partir du nom de Néhémie Pierre Dahomey. J'en ai beaucoup changé en fonction de diverses identités. Rappeur adolescent, j'avais un nom, basketteur un autre, percussionniste un autre. Carrément, maintenant, écrivain, Néhémie Pierre Dahomey, cela me convient très bien. Il faut quand même signaler que j'ai un grand frère, Josué Pierre, qui s'est baptisé aussi Josué Dahomey. Ah ben Donc, définitivement. on essaie de fonder une dynastie. Les Dahomey. Rapatrié, ton premier roman publié chez Seuil, une édition prestigieuse en Europe, en France. Rapatrié, le nom d'un quartier. Rapatrié, un roman sur l'immigration, sur l'adoption, sur la misère qui doit être plus potable, sur l'aide internationale, la coopération externe. De quoi parle ce roman, Néhémie Pierre Dahomey? Des personnages. Il me semble qu'un roman ne se fait pas sur des thèmes. Ce n'est pas une thèse, ce n'est pas un travail de recherche proprement dit. Il s'agit surtout pour moi de raconter une histoire d'une certaine manière, d'une belle manière, avec un souffle, avec une envie narrative qui existe chez les auteurs, chez les lecteurs, comme chez d'autres personnes. Vous savez, les gens adhèrent beaucoup à des choses par goût des histoires. On adhère à des formations politiques par goût des histoires. On adhère à la religion par goût des histoires. On aime les histoires. Le roman se fait à partir de cela, mais pas sur les thèmes. Effectivement, en débat journalistique, le médium thématique est souvent approprié parce que ça permet de lier et d'intéresser le lecteur par rapport à, je veux dire, à un biais largement diffusable. Ouais, de circonscrire déjà le propos. Exactement. Mais ce n'est pas sur l'immigration ni sur la difficulté de voyager, même si effectivement le personnage principal, Belliqueuse Lucien, est en proie à une très grande difficulté de voyager. C'est un roman qui raconte des histoires à travers une histoire complexe. Donc, je ne saurais dire dans quel ordre arrivent les thèmes et quelles sont leurs importances. Parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agissait ou qu'il s'agit jusqu'à présent. 190 pages, Néhémie Pierre Dahomey, avec des histoires, justement, avec une multitude de personnages. Et ce qui m'a séduit, ce qui m'a happé, tu n'as pas oublié tes personnages en cours de route. Ce qui arrive à beaucoup d'écrivains lorsqu'ils créent beaucoup de personnages. J'ai envie de te demander, je ne sais pas si j'arriverai à le faire, si pour être un bon romancier, il faut beaucoup de mémoire. C'est effectivement un travail sur la mémoire, puisque c'est un travail sur le long terme, c'est un travail de long cours. Bien entendu, on se fait aider. À un certain moment, je note aussi les noms de certains personnages, surtout ceux qui ont moins de présence. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont tellement présents qu'on ne saurait les oublier. Fedner, Saubner, Belliqueuse, qui est la mère de Bélial et de Luciole, on ne peut pas les oublier. Mais il y en a d'autres qui sont moins présents par les nécessités du récit. À un certain moment, je les note. Mais ils savent, les personnages, tu sais, d'Angelo, se faire sentir. Ils savent se rappeler à la présence de l'auteur. On écrit un travail fleuve, ça m'a pris quand même 3 ans. Au détour d'un passage, un personnage surgit et se propose comme la solution de ce paragraphe. Et voilà qu'il retrouve sa place dans l'histoire. Donc c'est un travail de mémoire. J'ai des supports, mais aussi les personnages ont leur propre faiblesse ou leur propre force. À un moment, j'ai pris peur pour un personnage particulièrement que j'adore, Fedner, qui est donc le fils de Belliqueuse, la personnage principal, on va dire. À un moment, comme au début de l'histoire, il est flou. Il va au foot, il est mauvais à l'école. Je me suis dit, mais il n'aura pas de relief dans ce roman. Au bout d'un moment, ça ne parle que de lui, que de ses galères, que de ses démêlés avec la vie, avec le banditisme. Eh bien justement, comme je viens de te le dire, il est revenu. C'était un personnage qui existait effectivement de manière très floue, c'était presque l'ombre de lui-même. Sauf qu'à un certain moment,
ce côté, ce caractère détaché, ce caractère flou, presque pâle, l'a conditionné à devenir quelque chose pour lequel il avait l'air d'avoir été fait, c'est-à-dire le grand banditisme. Son manque de présence dans la vie l'a conditionné, l'a qualifié, presque surqualifié pour le crime froid. C'est quelqu'un qui n'a tellement pas de présence qu'il ne comprend pas, en commettant un crime, que les victimes puissent, comment dire, essayer de se débattre. Parce que pour lui, les choses sont une pâle copie de ce qu'elles sont réellement. Du coup, il a une acuité, une facilité à commettre des crimes. Donc, c'est le cas typique d'un personnage qui, ayant été pâle au début, fait un ressurgissement dans le récit sans que ce n'ait été prévu, y compris par moi-même. Oui, et puis à un moment, il va rencontrer La Bannière. Alors on sait que dans le réel concret d'Haïti, il y a vraiment eu un bandit qui s'appelait La Bannière. Est-ce que c'est La Bannière de la vraie vie ou La Bannière ici n'est qu'un personnage de papier? Eh bien, ou tu as fait un clin d'œil réel à ce bandit qui a existé à Cité Soleil? C'est réel, mais je ne connais rien du La Bannière ayant réellement existé à Cité Soleil, sinon que des rumeurs. Je veux dire, c'est un personnage construit à partir de ce que je sais de ce personnage-là, La Bannière, et même Fedner deviendra un bandit qui n'était pas moins connu que La Bannière, deviendra Colibri. Oui. Donc, tous ceux qui ont... Il sera même appelé par le président de la République. Par le président de la République de l'époque. Il aura les bras et le cou couverts de bijoux. Il aura son chèque mensuel à la compagnie de télécommunications nationale. Je veux dire, ce sont des circonstances et des cas qui ont pu être effectifs à un certain moment de l'histoire récente d'Haïti, mais que je n'ai pas voulu décrire de manière journalistique puisque je ne suis pas journaliste. Donc, La Bannière... fait référence, fait un clin d'œil au La Bannière de Cité Soleil, tout comme Colibri d'ailleurs, Fedner qui va devenir Colibri, mais il ne s'agit pas de leur vie que je ne connaissais pas à la vérité. Chez les Luisins, l'Église n'avait jamais été une grande priorité, surtout pas l'Église protestante. Certains étaient de confession catholique, d'autres ne lâchaient jamais les rituels vaudous et acceptaient volontiers le choix des esprits. Ronald Allemand, Adjassou, le Ougan le plus connu de la cité, vivait à Les Miracles. Originaire de la Grand'Anse comme les Luisins, il était un ami de la famille et Georgette avait été aussi chez lui pendant bon longtemps, au point que certains, pas les moindres, le considéraient comme le père de belliqueuses Luisins. C'est pour aborder la question du religieux qui est, dans ce livre, tourné dans une intelligente ironie. On sent dans Rapatrié que Néhémie pointe du doigt la surprésence de la religiosité dans la sphère publique haïtienne. Effectivement, il y a un débat entre toi et moi, le public mérite de le savoir. Tu te réclames athée. Ouais. Et moi, je dis tu que. Qu'à Paris, une fois dans la rue, on a failli en arriver au maire. Ah ouais, on a eu un De toute façon, tu allais me casser la gueule. Tu fais 1m80, moi 1m40. Avec une habitude de bagarre un peu plus poussée aussi. Déjà. Donc, effectivement, tu m'as très bien dit, tu n'es pas sérieux, tu ne veux pas dire tout simplement que tu es athée. Non, je pense être dans un autre degré ou une autre dimension ou une autre sphère de la subversion. Je pense tout simplement être artiste. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une surprésence effectivement du religieux dans l'espace public haïtien, mais il faut bien en faire un objet littéraire. Je ne veux pas en faire un objet de militance anti ou pour. Je veux tout simplement voir qu'est-ce qui se joue là et qui peut donner raison d'une approche littéraire. Effectivement, souvent ironique, parce que c'est souvent très ironique. Je veux dire que les gens viennent me voir le plus sérieusement du monde, me disant qu'il y a un juif ayant vécu il y a 2000 ans qui est mort pour mes péchés. Il y a quelque chose de très drôle. Mais je préfère travailler sur ce biais-là plutôt que de travailler sur le biais est-ce que je suis pour ou contre Jésus. À la limite, je ne sais pas. Alors, il faut dire qu'on revient à Belliqueuse, c'est quand même autour d'elle que le film se passe réellement. C'est une femme forte, faible en même temps. C'est une femme qui se cherche une identité. C'est une femme qui est en manque affectif, qui en même temps est capable d'aimer. C'est une travailleuse, mais c'est une femme qui tombe très rapidement dans le désespoir. Pourquoi autant de force psychologique et autant de faiblesse en même temps? C'est le paradoxe des caractères, des tempéraments acerbes. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut aller à l'excès de lui-même dans toutes les tendances, dans tous les sentiments, dans toutes les accroches, dans toutes les approches. Belliqueuse est à la fois très forte pour survivre, mais aussi très forte pour mourir.
Donc, il y a ce paradoxe-là du tempérament exacerbé qu'elle porte en elle, et qui fait que, dès le début du roman, au fait, il faut bien se douter que c'est quelqu'un qui sombre déjà. C'est-à-dire la métaphore du naufrage, qui est la métaphore qui caractérise le personnage. Et là, je ne pourrais pas l'enlever même en relecture, parce que ça relève le côté de personnage en train de sombrer dans ses forces, tout comme dans ses faiblesses. Donc, Belliqueuse Lucin, et je pense qu'il y va pour Belliqueuse Lucin, comme pour d'autres personnes dans la vie, qui sont de tempérament très vif, et qui vivent de manière forte et leurs forces et leurs faiblesses. C'est-à-dire, plus on est solide, plus il y a une faille quelque part à trouver. Et je travaille sur cette faille-là. C'est ça qui m'intéresse chez un personnage. Elle est où la faille? Toutefois, elle accusait une sorte de tranquillité distante d'elle-même. Elle entendait au loin les chants et les cris, ses propres plaintes sourdes qui rejoignaient l'écho des voix. Bélie allait, comme en un acte de paix, baisser ses paupières quand, rattrapée par une bousculade, elle sentit naître dans son dos une crampe nette, éreintante. Dans un regain de combativité, elle s'attacha à Nathan en bandoulière avec leur couverture et épousa de force ce qui restait du second mât d'Agoueton. C'est quand même ce Nathan qui est autant tenu par Belliqueuse, qui sera après lâché au flot. Néhémie, je n'ai pas compris pourquoi elle a lâché l'enfant. Moi non plus. C'est vrai d'ailleurs. C'est pas comme si le bateau était en surcharge. C'est-à-dire c'est pas comme si on lui avait demandé ça. Elle a lâché son enfant. On peut toujours essayer dans les de trouver des raisons. C'est difficile d'expliquer l'infanticide. C'est même difficile en général d'expliquer un meurtre. C'est très difficile de justifier un meurtre. Je pense que la force narrative du roman bien connu d'Albert Camus, L'étranger, a cette force narrative de ce que Meursault n'a pas pu expliquer au fait le meurtre de l'Arabe. C'est difficile, encore plus, c'est difficile d'expliquer un meurtre, encore plus pour un infanticide. Voilà ce qui fait aussi le succès du roman de Kamel Daoud, Meursault contre-enquête. Comment expliquer un infanticide? Évidemment, j'ai mis des éléments, j'ai essayé d'entrer en sympathie avec la scène. Il y avait la tornade, il y avait la tempête en mer, il y avait sa crampe au dos affreuse. Il y avait l'idée que personne ne va survivre. Il y avait peut-être la possibilité que l'enfant serait déjà mort quand elle l'a jeté. Il y a même l'idée finale que tout cela aurait pu être un rêve. Parce que le roman s'achève où Bélie fait un dernier cri, j'ai envie de dire, en disant « Que s'est-il passé ce soir-là » Elle-même n'est pas sûre. C'est une scène qui est restée très onirique. Donc, ce qui veut dire, malgré tous ces éléments introduits pour comprendre ce qui s'est réellement passé, je ne suis pas sûr et je pense même ne pas le comprendre parce que le meurtre et même plus encore l'infanticide est assez incompréhensible. Mesdames et messieurs, Néhémie Pierre Dahomey est sur le plateau Délivrez-vous, Rapatrié est donc le titre de son premier roman publié chez Seuil Éditions. Le temps de votre première respiration à cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Au retour de Bélie, Marline lui intima l'ordre de trouver un nom à sa petite sœur. Bélie s'étonna de son entêtement, car même les plus catholiques ne s'étaient rendus compte de rien et s'étaient accoutumés à identifier l'enfant par le sobriquet « la petite dernière ». Ce dimanche s'écoula comme tant d'autres, sans que la petite dernière ait un prénom à elle. Mais le problème devint entier dans la famille. On commençait tout bas à se demander ce qui avait bien pu se passer, chacun prenant conscience de l'absurdité de cette situation provinciale qui n'avait plus cours dans ce siècle de lumière. Alors, laissant là les suppositions farfelues et les hypothèses suspicieuses, la petite dernière coupa court et se baptisa elle-même. Elle venait d'avoir 2 ans. Elle jouait avec Marline derrière la case quand arriva Diogène Désilus,
Pour participer, Diogène s'enquit du nom de l'enfant. Elle déclina toute calme, avec une prononciation claire et distincte, Bélial. Bon, définitivement, Néhémie, l'enfant est spécial à un point où il a décidé, il s'agit d'une jeune fille, elle a décidé de s'autonomer. Elle s'est baptisée elle-même. Tout le monde, on a oublié, complètement oublié de lui donner un prénom. Ça, c'est pas mal comme oubli. On n'a pas donné de prénom à l'enfant. Oui, oui, à un certain moment, tout le monde l'appelait la petite dernière parce qu'elle était née en dernier. Et on s'est dit, bon, ça va très bien comme ça. Et puis, c'est Marlene, sa sœur aînée, donc, qui s'est rendue compte qu'elle n'avait pas de prénom. Et qui a décidé de lui en choisir un. Ça n'a pas marché finalement. Bélial se baptise elle-même. Alors, c'est un cas de figure intéressant dans l'onomastique, dans l'art des noms propres, qui me concerne parce que j'ai beaucoup changé de nom et qui m'intéresse particulièrement. Parce qu'on est tous dans un nom propre et on le vit comme si c'était, comme si c'était nous, quoi. C'est-à-dire, à chaque fois, je pense à D'Angelo, je pense à toi, à Néhémie, j'essaie de penser à moi. Mais finalement, il y a une distance possible, et voire romanesque, entre la personne et son nom propre. Et c'est cette distance qu'incarne ici Bélial. Et Bélial a été adopté à un moment avec sa petite sœur Luciole, et elle est partie en France. Là, cette phrase, je voudrais te faire réagir dessus. La vie n'avise pas. C'est la source d'une douleur première. Dissertation. J'ai 4 heures. Allez, amène le sujet déjà. Je reprends la phrase. La vie n'avise pas, c'est la source d'une douleur première. Eh bien, de fait, à aucun moment, la vie on ne t'a pas demandé ton avis avant de venir à la vie. Il n'y a pas d'avis. On ne te dit pas, alors qu'est-ce que tu fais? Tu viens pas? Je vais t'expliquer toutes les difficultés. Il y a des problèmes de religion, il y a des problèmes d'argent, tu vas devoir travailler dur. Il y a aussi parfois un pile bonheur. Oui. Personne ne te l'a dit. Ah ouais, c'est la ligne. Personne ne te l'a dit. La vie n'avise pas. C'est-à-dire, on est dans la vie, on est la vie, on est bien obligé d'assumer. D'où une douleur première qui est aussi une responsabilité première. C'est-à-dire, on est quand même obligé, et on le fait de fait, de persister dans son être. Est-ce qu'il y a là, Néhémie, un court-circuit dans notre conscience comme être, notre conscience d'être? Pourquoi notre conscience n'a pas pu nous saisir arrivant au monde? Pourquoi on ne peut pas constater notre conscience qui naît, qui pousse comme une fleur? C'est à moi que tu le demandes. Ah, carrément, tu es philosophe. Vaste question. Je veux dire, notre conscience se forge à partir de la réalité telle qu'elle nous est donnée, mais une réalité que nous construisons aussi. C'est-à-dire, on n'est pas détaché des choses, ni des autres êtres vivants, ni des autres êtres non humains. Il y a un va-et-vient constant entre moi et le plateau, entre moi et toi. On vit en réseau avec tous les êtres. Cette conscience est là, mais pas au niveau individuel. Au niveau individuel, la vie n'avise pas. Je veux dire, on n'a pas été renseigné sur l'affaire avant de la connaître. Voilà pourquoi la meilleure école de la vie, tout comme pour beaucoup d'autres choses, c'est la vie elle-même. C'est déjà ça. Mais tu sais, on ne va pas enfermer le roman dans un univers thématique, mais il y a quand même dans tout ça une jeune fille qui se frotte. Elle dit « Je me frotte. Je verse du savon dans la baignoire et m'y bassine. Je me frotte encore et toujours. Je veux la propreté, me dépouiller de la souillure tenace de ma chair. Après 2 heures, tu viens me tirer du bain, tu souris. Vous souriez toutes, toi, ma cousine Agathe et ma tante Gerta. Vous dites que j'aime me laver, qu'il fasse froid ou chaud, l'hiver ou l'été, je me lave. Mais vous ne comprenez pas ma hantise, vous ne comprenez pas ma peur, que vous me cherchiez un matin et que vous ne me trouviez pas, que je me perde dans le noir et que la lumière du jour me chasse avec lui. » C'est quand même cette jeune fille qui a été adoptée par des Blancs qui se constatent noirs et qui, aux yeux des parents, aiment bien prendre un bain et qui, au fait, ne prend pas de bain, qui est dans un véritable complexe par rapport à la couleur, qui a du mal à intégrer sa famille d'accueil. D'où le principe de l'adoption dans ce roman. Donc des difficultés liées à l'adoption. Exactement. Et à l'intégration de l'adopté dans un autre univers familial et social. On va dire la difficulté pour l'enfant adopté d'adopter à son tour ses parents, ses nouveaux parents. Et cette difficulté particulière est liée effectivement au fait qu'elle soit noire, mais qu'elle ne le savait pas. On ne sait pas quand on est noir, c'est-à-dire on est désigné noir, tout comme on est censé ne pas le savoir quand on est blanc. On est blanc parce qu'on a désigné des noirs. Telle est l'histoire de la colonisation à travers le monde des siècles derniers. Donc,
elle vit ce complexe par rapport au fait qu'elle est arrivée dans un environnement en France et qu'autour d'elle, il y a personne qui ne soit noir. Elle est dans la Haute-Bourgogne, elle est à l'école, tous les enfants sont blancs, etc. En tant qu'enfant, elle aurait voulu être blanc. Voilà qui caractérise une forme de complexe et une forme de difficulté, facilité en même temps. Parce que ce qui fait sa différence, c'est qu'elle soit noire, une différence qu'elle ne sait pas encore vivre. Et l'histoire du roman, c'est aussi l'histoire de savoir si Bélial saura vivre sa difficulté d'être aussi, qui est liée au fait d'avoir de nouveaux parents, au fait d'être noir, au fait d'avoir une nouvelle langue, un nouveau pays. Ouais. C'est-à-dire c'est un enfant qui porte en elle-même une nouvelle personne qui se change de sa personne comme on change une chemise, qui jette un épais rideau noir sur sa première langue maternelle pour en avoir une nouvelle, qui se reconstruit complètement, qui fait une nouvelle version d'elle-même à partir des éléments qui lui ont été donnés. D'où, effectivement, dont l'élément de couleur de peau. Absolument. Et je pense qu'elle y arrive parce que, pour dévoiler la fin, j'adore, elle finit par être artiste, danseuse. Donc, elle arrive à se sublimer, à trouver cette voie, cette sortie par laquelle se renouveler complètement. Elle a pu cristalliser par la danse toutes ces blessures-là. Mais à un moment, Néhémie, dans la construction de ta narratologie, est-ce que tu as voulu faire le gentil? Quand Bélial revient en Haïti avec sa mère adoptive, pour retrouver la mère biologique, je me suis dit, mais attends, Néhémie veut faire le gentil? À mon avis, tu as voulu faire un cadeau à ton lecteur. De quel sens? Dans le sens où tu dis au lecteur, attention, oui, elle est partie, oui, la mère qui est restée en Haïti, elle est dans un grand déchirement, mais attends, elle revient voir sa mère. Oui. Ah, je comprends. C'est-à-dire... Ou tu fais le gentil comme écrivain. Ah non, du tout. Du tout. C'est-à-dire, tu aurais pu me dire la même chose là où l'histoire est plus sombre. C'est-à-dire, on ne peut pas décider quand l'histoire est joyeuse, on va dire, plus ouverte, je suis gentil, ou quand elle est sombre, je suis méchant. Ce n'est pas une question d'être gentil ou méchant. C'est vraiment des personnages qui sont pris dans une trame et je dévoile au fur et à mesure que je la découvre moi-même cette trame, c'est les différents éléments qui la composent. Donc, je n'ai pas voulu faire le gentil en faisant revenir les personnages de Pauline et de Bélial, tout comme je n'ai pas voulu faire le méchant en décrivant le sombrement réel de Béli. C'est-à-dire, je n'ai pas de jugement à recevoir moral sur le sort des personnages. C'est tout simplement un jugement narratif sur qu'est-ce qui leur arrive ou pas. Alors, toujours dans la logique de construction de tes personnages, j'ai l'impression que Béli est le seul personnage dans ce roman à avoir eu droit à la parole, une parole parlée, où elle, à mon avis, elle s'est le plus exprimée. Belliqueuse n'a pas beaucoup la parole dans ce roman. Ce n'est pas une femme qui parle belliqueuse dans le roman. Alors que le roman, c'est quand même l'histoire de sa vie, de ses blessures. Oui, mais c'est quand même aussi le roman de mon narrateur. Toute proportion gardée, j'aime beaucoup une littérature d'extériorité. Je veux dire, je ne fais pas beaucoup de dialogue intérieur, y compris dans ce que je lis, hein, surtout d'ailleurs. Tu es dans la focalisation zéro. J'aime bien pouvoir suivre les choses par moi-même, que le narrateur me donne l'impression que ni lui ni les autres personnages ne sont finalement pas maîtres de l'histoire et qu'il y a une histoire qui se passe, il y a des situations de poésie, de beauté ou de laideur et que ces situations se révèlent par elles-mêmes. J'aime pas quand le narrateur ou un personnage en particulier emprisonne, j'ai empoisonne, tous les sentiments et se les approprie. J'ai le récit devant moi qui se déroule, les sentiments qui s'étalent, les personnages qui se subliment, et tout cela donne un cocktail pour moi, lecteur. Voilà pourquoi, peut-être, j'ai produit cela, cette littérature où les personnages ne se livrent pas trop, même s'il s'agit d'eux, hein, mais dans les livres que j'aime, les personnages ne font pas beaucoup de dialogue intérieur. Après, quand c'est nécessaire, quand il faut. Mais bon, je préfère quand même lire quelque chose qui m'implique beaucoup en tant que lecteur. Je m'intéresse au lecteur par le biais d'un lecteur en particulier, à savoir moi-même. Je m'en vais saisir maintenant l'un des éclairs d'intelligence de Béli, alors de Bélial, pardon, qui est donc la fille de Belliqueuse. J'adore
Gerta, et je vénère Laurent comme un dieu grec. Quant à toi, je suis dans la confusion. Je suis attiré et terrifié par un sentiment qui m'enlève à moi-même avec l'ardeur d'un de ces bœufs de Bourgogne. Soit j'ai honte, soit j'ai peur de te dire combien je t'aime. Tu es ma petite maman et je t'en suis reconnaissante, mais aucune autre fille ne devrait être reconnaissante à ses parents. L'amour est déjà un fardeau bien lourd. Quand on y ajoute un sentiment de merci, non de m'avoir fait naître, ce qui n'est pas toujours une bonne chose, mais d'avoir bien voulu de moi et d'assurer mon bonheur, on se perd. On ne sait plus comment aimer, comment dire, comment faire. N'est-ce pas là le vrai drame du principe de l'adoption? De l'adoption humanitaire. Surtout. Humanitaire? De l'adoption humanitaire, surtout, c'est-à-dire de parents qui n'adoptent pas parce qu'ils n'ont pas d'enfants ou qui adoptent surtout pour la raison que adopter, c'est rendre service à l'enfant. C'est-à-dire, et c'est très clairement dit, très explicitement dit, pour le coup, l'une des rares fois où l'un des personnages prend la parole et dit très explicitement, voilà mon drame. Alors que je préfère laisser au lecteur de découvrir le drame du personnage, comme je viens de le dire, mais là, cette petite fille dit, voilà mon drame. Mon drame est que je dois être reconnaissant à ma maman, alors que l'amour maternel est déjà un fardeau très lourd à porter. Pas une reconnaissance d'avoir donné la vie, ce qui peut être bon ou mauvais, enfin ce qui peut être tout ce qu'on en fait, mais une reconnaissance d'avoir tiré de la misère. Je pense que ça doit être assez terrible pour un enfant adopté par l'adoption humanitaire. Et tu dis que Pauline, justement, qui est donc la mère qui a adopté Bélial, c'est quand même une femme qui a la conscience terrible de l'aide internationale, mais c'est en même temps une femme qui ne va pas très bien psychologiquement. C'est une femme qui a eu des moments de chute psychiatrique, mentale. Est-ce que les femmes qui adoptent un enfant se font adopter au fait? En tout cas, attendent de se faire adopter. Mais dans le cas de Pauline, c'est peut-être un peu plus complexe que cela, en ce sens qu'elle arrive en Haïti, en l'occurrence, tout comme elle a été dans plusieurs autres pays, convaincue qu'elle est une forme de messie, pouvant prendre le monde dans ses bras, dans une étreinte humanitaire à n'en plus finir, et pouvant sauver le monde à n'en plus finir. Et elle se rend compte que c'est a priori de la pitié, elle s'en rend compte elle-même, que cet a priori de la pitié n'est pas une bonne forme ni une bonne source de coopération, et qu'il faudrait peut-être trouver un autre a priori pour entrer en contact avec d'autres pays, d'autres contrées. Voilà pourquoi elle se rend compte de la faille, non seulement de sa faille psychologique, mais de la faille qui habite sa situation propre. Elle a une situation très complexe. C'est quelqu'un qui se rend compte n'avoir pas connu le mou bonheur d'un petit corps chaud contre sa poitrine et qui se rend compte que ça l'aurait intéressé finalement. Voilà tout ce qui conduit Pauline à adopter. Donc, faille psychiatrique personnelle, mais aussi une faille presque collective de par sa situation. Elle se rend bien compte qu'elle est une blanche militante révoltée qui se dit avec le grand cœur que j'ai, je dois bien pouvoir sauver le monde. Peut-être que ce n'est pas par cette voie-là qu'on sauvera le monde. Peut-être qu'on sauvera le monde justement par d'autres voies, par des voies de coopération plus honnêtes et égalitaires. C'est pour ça que j'aime entendre parler de coopération sud-sud, même si je ne sais pas politiquement ce que ça donne. Mais il y a l'idée que l'horizontalité permet de plus s'émanciper que la perfusion économique ou sociale. Mesdames et messieurs, vous suivez Délivrez-vous. C'est une résolution d'esprit incroyable que nous saluons tous à Radio-Télévision Caraïbes. Rapatrié, voici donc le roman qui est installé sur ce siège rouge, le temps de votre deuxième respiration à cette émission pour Seuil Édition avec Dahomey. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Comme pour contrer les déboires familiaux qui faisaient signe de la main, lançant des avertissements ou des préavis de grand malheur,
Néné démarra les travaux de la maison avec tout ce qu'il lui restait d'avoir et d'énergie. Il y mit également de la passion et de la fantaisie. Il prit avec lui 2 compères maçons, Luinel, Dieu puissant, et Gueule, ainsi connus. Les messieurs commencèrent par une galerie bétonnée qu'ils encadrèrent de murs à hauteur d'1 bon mètre des 2 côtés. En face, une barrière clôture de 45 palettes avec motifs identiques sur chacune d'elles, de teinte beige, surmontées de lauriers et de gardénias artificiels. Sur le côté gauche, là où tous se lavaient comme en plein air, ils dressèrent des murs perpendiculaires rejoignant une façade de la case, de sorte que le tout fasse un carré parfait de 2 mètres de côté. Néné fabriqua lui-même la porte de la nouvelle salle de bain, chambranle originale, comme il savait bien le faire, en ébène massif, noir. La porte était belle à regarder. Derrière la maison, ils arrachèrent les mauvaises herbes et aplanirent jusqu'à 8 mètres de long contre les 6 mètres de large de la première pièce. Ils créèrent ainsi une nouvelle pièce et firent communiquer les 2 par une grande et élégante ouverture en forme de champignon. Ils crépirent tous les murs avec une très fine finition. Ils recouvrirent tout ceci de nouvelles tôles sur une solide charpente dressée par les soins de Néné. Comble de l'art, rareté insolite, ils appliquèrent un faux plafond en acajou. L'intérieur vide était déjà méconnaissable. Sur la galerie, ils aménagèrent un coin cuisine. Néné remercia Gueule et Dieu puissant et fit de l'aménagement intérieur une affaire personnelle. Chacun des meubles venait de son atelier, la table en bois de chêne, les 4 chaises, le nouveau vaisselier, les 3 lits, la table et les 2 étagères, garde-robe, porte-documents. Le tout faisant ensemble avec motifs artisanaux de la main du chef. Il poussa la fantaisie jusqu'à choisir une grande carpette pour la nouvelle pièce. Belliqueuse Louis V, dans la douleur et la pénurie, habitait carrément une œuvre d'art. C'était son 6e mois de grossesse. J'aime bien que tu aies choisi ce passage pour parler de Néné, qui est dans cette valse de personnages et dans la conversation qu'on a jusque-là, qu'on a failli oublier. Mais j'ai pensé à lui aussi, dans un autre contexte. Sobner se soula le jour du baptême. Il s'appelle Sobner, au fait, Néné étant son sobriquet. Alors, il se soula le jour du baptême, assez pour vendre à tous ses humeurs et pour dégarnir l'ambiance par sa seule goujaterie. J'imagine que les gens se disent, mais de quel baptême il parle? Justement, on ne dira pas, il faudra lire rapatrier. Il fit à la même occasion des propositions parfaitement déplacées à la marraine de Luciole. Cette dame, Gerdie l'Espérance, maîtresse à l'école du soir, avait un corps tellement sexuel, avec ses grandes fesses et ses yeux cernés, qu'elle aurait déchaîné Eros, Himéros ou Baron Lacroix, même vêtue comme la dernière des nonnes. À vrai dire, c'est une dame qui avait la bonne vertu de ne jamais refuser les avances sexuelles, quand bien même elles étaient faites par le dernier des gueux dans les circonstances les plus inappropriées. Savoir qu'elle excitait quelqu'un suffisait à la conditionner. Moi, j'adore cette femme. J'adore cette femme. Tu vois, j'ai plié cette page. C'est une femme qui se dit, mais pourquoi pas? Si tu m'aimes, on y va. Tu m'étonnes. Ça m'étonne beaucoup que tu l'adores. Hein. Mais c'est quand même... Je ne te reconnais plus. C'est la ligne du bonheur. Elle a quand même un statut, cette femme. Elle est quand même institutrice. Oui, bien sûr. C'est une femme qui ne dit pas non au bonheur. Écoute, je n'ai pas de commentaires. Et avec Néné qui n'a pas la réputation d'être une lumière. C'est pas un intellectuel, Néné, dans le livre. Au contraire, c'est même elle qui va lui apprendre à lire et à écrire. Ouais. Ce sera son approche à elle pour aller vers Néné, pour avoir ce qu'elle peut désirer. Elle proposera à Néné de lui apprendre à lire et à écrire. Et je reviens maintenant à Belliqueuse, sur le statut intellectuel de Belliqueuse. Je ne peux pas dire si Belliqueuse est lettrée ou pas. Elle l'est, comme je l'écris dans le roman, contrairement aux apparences, parce qu'elle n'en joue pas du tout. Elle a été à l'école. Dans son petit village. Dans son village natal, son village d'origine. Elle a fait l'école primaire. Elle a appris Kaonabo fut mis en prison à Isabella. Et quelques mois plus tard, il fut embarqué pour l'Espagne. Il disparut en mer. Avec le bateau qui le portait. Donc, j'ai même écrit ce passage, hein, que Kaonabo, que personne ne connaissait, fut mis en prison à Isabella, on ne savait pourquoi. Ouais. Et tu l'as entrecoupé
et avec d'autres éléments de langage, c'est très bien fait. Exactement, mais enfin, j'ai voulu m'amuser avec ça parce Ouais. qu'on connaît tous cette leçon. Ah oui, aucun Haïtien ne peut prétendre ne pas connaître cette Dès chanson. qu'on a été à l'école primaire, Kaonabo, fumit fumit en prison, à Isabella. Le pire, c'est que je me rends compte en grandissant que je ne sais pas qui c'est Kaonabo. Je veux dire, c'est un chef taïno, je crois. Il était samba aussi, il me semble. oui. Mais je ne sais pas du tout, enfin, je ne savais pas qui c'était. On m'a demandé d'étudier qu'un monsieur qui s'appelle Kaonabo fut mis injustement en prison. Je me dis que ce devait être forcément très injuste puisqu'on nous demande de l'étudier. Carrément. Voilà. Donc, Belly aussi connaissait tout ça. Et cela ressurgit dans ces moments d'effondrement. Parce que dans ces moments d'effondrement où elle perd la tête, elle reparle des histoires d'Haïti, de Henri Christophe, de Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture. Elle parle aussi des histoires récentes. Elle va même être une source d'amusement pour les étudiants et les élèves des quartiers populaires, enfin des quartiers qu'elle fréquente. Donc oui, Belliqueuse revit son éducation qui était perdue au fin fond de son enfance au moment où elle vit ce qu'on pourrait appeler sa folie. Ouais. Et dans cette folie, elle revient sur ses lieux premiers. Elle revient sur ses origines. Est-ce que ça correspond un peu à ta vision de la lucidité humaine? Est-ce que l'individu qui revient sur ses premiers lieux est nécessairement en train de perdre la tête un petit peu? Ou l'inverse, c'est-à-dire, il me semble que tout ce qui nous arrive de fort, dans le sens, dans des sens plus ou moins négatifs, plus ou moins positifs, nous ramène vers notre enfance. Dans le cas de Belly, d'abord vers son enfance géographique, elle reparle. Son histoire, finalement, est une histoire de retour vers le village natal, physiquement, mais aussi, elle repart, comme je viens de le dire, vers ces leçons qu'elle connaissait. Son enfance ressurgit. Oui, sans trop m'attarder sur la question, parce qu'il n'y a pas de détails à connaître de ce côté-là, il me semble que l'enfance ressurgit dans les moments forts. Mais voilà pourquoi souvent on appelle maman en grand danger. Tout adulte qu'on est, on dit maman, pas seulement en grand danger. Oui. En des situations de jouissance extrême aussi, on a tendance à appeler ses parents. Je savais qu'il n'allait pas pouvoir se retenir. Voilà, il a lâché la chose. Mais Némi, est-ce que nous avons des dettes envers notre enfance? Et si dette il y aurait, serait-elle légitime? Le mot dette me paraît fort. Ce n'est pas un mot que j'aime, y compris politiquement. Hein. On nous dit tout le temps qu'on est endetté, il faut respecter, il faut payer la dette. Je me demande toujours de quoi on parle, de quelle dette il s'agit. C'est-à-dire, je n'aime pas le mot dette parce que tout simplement, par tempérament personnel, je suis quelqu'un qui applique une forme d'oubli méthodologique sur ce qui m'est arrivé de mal et même parfois ce qui m'est arrivé de bien quand ça ne me permet pas d'avancer. Je n'aime pas être attaché par ce lien trop sévère qui appelle à l'austérité, y compris politique et individuelle, qu'est la dette. Donc je ne dirais pas qu'on a une dette envers notre enfance, mais il me semble évident qu'elle est toujours présente. Ce n'est pas sans raison que mon premier livre se passe autour de Cité Soleil, où j'ai grandi. Ce n'est pas sans raison que mon premier livre se passe à Port-au-Prince, où j'ai grandi, en Haïti, où j'ai grandi. Alors que j'en ai écrit une bonne partie en France et que je publie ce livre en France. Oui, c'est vrai que là, il faut le dire, tu vis en France, tu es installé en France depuis combien d'années maintenant? 5 ans, un peu plus. Depuis 5 ans, voilà. 5 ans. Donc, mais ce n'est pas sans raison que je retourne vers la source de moi-même, de ma personne, pour publier. Alors, j'aurais peut-être à faire autre chose, même sûrement, si je continue dans cette voie-là. Mais l'enfance, sans parler de dette, reste quand même un lieu indépassable dans notre vie. Est-ce que Rapatrié est un roman que tu as écrit avec tes blessures personnelles? Quand je dis blessures personnelles, je pense à ton enfance à Cité Soleil, je pense à ce qu'il y avait comme situation de précarité criante dans cette cité, ce qui a toujours un peu par là. Criante, donc est-ce que tes blessures ont alimenté Rapatrié? Assurément, puisque c'est un premier roman. Mais comme tu l'as remarqué, ce n'est pas biographique, pas du tout autobiographique. Et précarité à Port-au-Prince, en Haïti, à Cité Soleil, ça existe aussi ailleurs dans le monde. Je veux dire, je suis bien placé pour le dire en ce moment. Je suis très concerné et je me sens très concerné par les débats politiques qui se passent à Paris.
en France en général. Et je me rends compte qu'on n'a pas le monopole. Je m'en suis toujours rendu compte, mais en ce moment, j'y suis confronté alors très régulièrement. On n'a pas du tout le monopole de la misère, c'est faux. Mais j'aime dire, Néhémie, que les misères ne se valent pas. Les misères ne se valent pas. Un SDF à Paris, ce n'est pas un SDF à la rue Capois. Je ne souhaite pas du tout rentrer dans ce débat qui sera long et périlleux, mais il ne me semble pas qu'on ait le monopole de la misère en Haïti. Oui, on n'est pas les champions. Il n'y a pas de monopole de la misère, il y a surtout des fantasmes et des assignations à résidence. Je ne veux pas être assigné à être porte-étendard de la misère. C'est-à-dire, effectivement, mon travail est fait de mes blessures. Je suppose, comme tout travail artistique, est fait de la blessure des artistes, s'y rapportant, s'y afférent. Je ne pense pas que c'est parce que particulièrement j'aurais grandi dans des quartiers populaires à Port-au-Prince. J'ai toujours habité dans des quartiers populaires. C'est quand ces quartiers populaires pour moi, il était fait. J'étais Port-au-Prince, c'était Soleil, Matissan, Ouillarac, et pas peu de choses. Moi, je vis la France, je suis Saint-Denis, je suis dans l'arrondissement dans Norio. C'est-à-dire, je n'ai aucun problème à vivre dans des quartiers populaires parce que je suis convaincu que la littérature a cette fonction profonde de désolidariser les gens de leurs conditions. C'est-à-dire, on peut être très pauvre et sympathiser avec l'histoire qui se passe dans une histoire qui se passe dans un milieu très riche, pourvu que l'émotion humaine est là, ou non humaine d'ailleurs. On peut être très riche et lire une histoire qui se passe dans un quartier populaire et sympathiser avec les personnages, rire avec les personnages, pleurer avec eux. Donc la littérature, comme narration, mais y compris les films, enfin les narrations sont là pour nous désolidariser de notre condition sociale, économique, etc. et pour créer une communauté d'émotions qui dépasse les contingences finalement historiques et sociales. Voilà pourquoi je vibre en lisant un livre qui se passe au XVIIe siècle portugais, écrit par un auteur qui s'appelle Saramago, que je n'ai jamais rencontré de ma vie. On va très rapidement parler en effet de tes goûts de lecteur dans un petit moment. Donc, la littérature nous permet de vibrer avec d'autres personnes que nous-mêmes, que notre condition sociale et économique et historique. Voilà pourquoi Européens vibrent avec la littérature haïtienne, Haïtiens vivent avec la littérature européenne. L'idée, c'est donc de créer cette communauté d'émotions. Belliqueuse, Louis Saint souhaite, bon, elle ne l'a pas souhaité, mais elle s'est trouvée dans un contexte où il fallait qu'elle quitte Haïti, qu'elle aille en France, retrouver sa fille. On lui a refusé le visa Schengen. Après, Belliqueuse sombre dans la folie. Je déplace ça très rapidement. On sait que nous sommes dans un contexte en Haïti où Haïti est considéré par beaucoup d'Haïtiens comme un territoire de transit. Est-ce qu'à ton avis, tous les Haïtiens, toutes les Haïtiennes qui n'arrivent pas à partir pour des raisons diverses et variées sont en voie de folie? Je prends le problème par l'autre bout. Je le dis tout de suite, je suis pour l'abolition complète des frontières. Je pense que ça finira par arriver, même si ça arrivera au détour de beaucoup de retours des frontières, identitaires et des choses comme ça. Et je prends la chose par un autre bout, à savoir que ça m'a toujours choqué les refus de visa. Je trouve ça aberrant. Et c'est une humiliation assez directe où certains pays démontrent leur puissance sur d'autres territoires. Je veux dire, l'inégalité des passeports. Je pense que même si, en fait, ça ne s'accomplit pas tout de suite, on devrait carrément militer pour l'égalité en droit des passeports. C'est-à-dire pour que ce soit une convention internationale. Que tous les passeports se valent. Se valent. L'égalité en droit des passeports. Après, un pays peut choisir de refuser un visa à un individu ou à un groupe d'individus pour d'autres raisons. Mais devant les Nations Unies, je souhaite qu'un jour, quelqu'un qui y est porte l'idée de l'égalité en droit des passeports. Parce que je trouve que refuser un visa à une mère qui veut aller voir ses enfants et qui n'est pas moins maman que la maman adoptante, c'est une aberration, d'autant plus qu'ils se font, même financièrement, je veux dire, tous les jours, une file incroyable de gens vont donner de l'argent à l'ambassade américaine, à l'ambassade de France, etc. Ils refusent le visa et ils ne rendent pas l'argent. Voilà Haïti en train de subventionner la France et les États-Unis. Subventionner réellement, parce qu'il s'agit là de plusieurs centaines de dollars que chaque personne, et on sait le nombre de personnes qui va dans ces affaires-là, chaque personne apporte tous les jours. Donc, je prends la chose plutôt par ce bout-là. Je ne commence pas par me dire, ouais, tous les Haïtiens veulent laisser le pays. Je commence par me dire que la carcéralité avec laquelle certaines personnes arrivent à vivre leur pays
n'est pas de leur fait ni de leur responsabilité. C'est-à-dire, l'idée qui consiste à penser que si tous les Haïtiens pouvaient partir, ils partiraient tous. La preuve étant, dès qu'ils ont la possibilité de partir un petit peu, ils partent. C'est une idée biaisée. Moi, je pense que Mounio aller justement parce qu'ils n'ont pas qu'à partir. Mais Mounio parti parce qu'ils n'ont pas qu'à partir. si Mounio t'es capable, tu t'as prêté. Ils t'ont prêté. Vraiment. Et aussi, comme on a dit, ça qui paraît un petit contre-intuitif, mais si Mounio t'es capable, la preuve, dans le pays Mounio capable, ils pauvres, mais dans le pays, il dit qu'on bonne pauvre en France, qu'on bonne pauvre aux États-Unis. Les pauvres de la France, les pauvres de partout, qui sont dans des pays où ils peuvent se déplacer comme ils veulent, ils restent dans leur pays, mais ce sont de vrais pauvres, hein, je veux dire. Et donc, je prends la chose par ce bout-là. Je ne suis pas dans la criminalisation, ni même dans la responsabilisation des incarcérés. Je suis pour que, nominativement, le combat se mène au niveau des organisations internationales. En tout cas, la parole se parle pour l'égalité en droit des passeports. Pour qu'aucun pays ne soit un goulag. On fait de certains pays une prison à ciel ouvert. C'est-à-dire, le système est fait de telle sorte que le fait qu'on ait un visa au cas aller aux États-Unis, au cas aller à la France, ou sans tout privilégié et sous pousser vice très loin, au cas même penser au supérieur à l'autre monde qui n'est pas capable. Absolument. À un point tel où des gens vont prier Néhémie pour avoir un visa. Pour avoir un visa. C'est-à-dire, ils mettent les gens dans une situation carcérale et puis ils payent la visa, pas de ou. Et puis, bah, on paraît tout le monde normal. On a l'impression le nègre français ou bien les haïtiens, bah, tout paraît normal que visa n'a pas la même valeur que nègre qui rentre en Haïti, Jean Lidé le dit, ou même on pas aller en France, Jean Lidé le dit. Donc, ça, c'est pas bien, c'est un autre débat que je comprends qui t'interpelle au plus haut point. On n'aura pas le temps de rentrer là-dedans, mais on a saisi au moins... Oui, moi, je ne vais pas faire ça là, mon cher. Je ne vais pas priver dans un moment précis où c'est au moment où toi, tu parles de telle lecture, Néhémie. Présente très rapidement 3 livres qui t'ont beaucoup marqué et que tu recommanderais à une jeune fille, à un jeune garçon qui regarde maintenant cette émission. Dernièrement, à l'échelle de plusieurs années, mes 3 auteurs préférés restent Gabriel Garcia Marquez, José Saramago et Stefan Zweig. Donc, je conseillerais follement tous leurs livres. Même si j'ai d'autres livres de beaucoup d'autres auteurs que j'aime beaucoup, mais n'importe quel livre de Saramago qu'on voit dans la rue, Stefan Zweig ou Gabriel Garcia Marquez sont à dévorer immédiatement. Quand tu m'as demandé de choisir un titre, évidemment, j'ai fait au plus simple et au plus évident. J'ai pris 100 ans de solitude pour Gabriel Garcia Marquez. J'ai pris l'Évangile selon Jésus-Christ pour José Saramago et La pitié dangereuse pour Stefan Zweig. Mais à la vérité, n'importe quel livre de l'un de ces 3 auteurs est à déchirer immédiatement, je veux dire dévorer et manger par le... C'est bien simple. Quand j'ai plusieurs exemplaires de 100 ans de solitude. Je lis même dans des langues que je ne comprends pas du tout. Je veux dire, c'est comme si je Macondo, définitivement, est un village qui te fascine. Qui me hante. Quand j'ai un petit coup de blues, je vais vers un de ces livres-là. Même si je lis 3 pages, c'est comme si j'avais pris un thé. Mais tu sais, de Marquez, je préfère Mémoire de mes putains tristes. Oh, tu m'étonnes encore une fois. Je ne m'attendais pas du tout à ça de ta part. Voilà donc les 3 propositions de Néhémie Pierre Dahomey qui nous fait rapatrier, un roman qui est publié chez Seuil en France. Néhémie, le roman est fait, l'objet est là, le livre va bien, ça fait 1 an qu'il a été publié. Sur quelles ambitions tu es maintenant? Je dois absolument et tout de suite aller faire une intervention dans une bibliothèque à Martissan. Mais voilà, c'est déjà ça. Voici son état d'esprit actuel. Merci Néhémie Pierre Dahomey. Merci, je recommande encore une fois Rapatrié de Néhémie Pierre Dahomey. Le temps maintenant de Temps Science à Délivrez-vous. Maître Philippe Volmar est sur le plateau Délivrez-vous. On va parler de science. Vous savez, c'est la grande nouveauté de cette année 2018. 5 minutes consacrées à la science sur le plateau Délivrez-vous. Maître Volmar, il y a du soleil dans ta vie? Ah oui, c'est toujours l'été. C'est toujours l'été et on va parler du soleil. La première question sera d'une bêtise maladive. Qu'est-ce que c'est que le soleil, Maître Volmar? Ce n'est pas une question bête du tout parce qu'on a tendance à croire que le soleil, c'est un astre différent des étoiles. Et pourtant, c'est une étoile, sauf que c'est l'étoile la plus proche. Et donc, on ne la voit pas de la même façon. La luminosité du soleil est tellement grande qu'elle nous empêche de voir les étoiles au cours de la journée. Et la preuve en est bien grande, au cours d'une éclipse, on voit facilement les autres étoiles. Donc, c'est une étoile, c'est l'étoile la plus proche, c'est l'étoile centrale du système solaire. Et c'est une étoile qui, j'imagine, subit des implosions?
Eh bien, comme toutes les étoiles, c'est comme une centrale nucléaire. Ouais, et donc, il y a de l'énergie nucléaire à l'intérieur parce que c'est composé à 72% d'hydrogène et les hydrogènes s'entrechoquent pour former des molécules d'hélium. Et cette fusion, ce qu'on appelle la fusion nucléaire, cette fusion produit énormément d'énergie et c'est l'énergie qui nous vient sous forme de luminosité, de chaleur, etc. Alors, dis-nous pourquoi... Donc, c'est comme une bombe nucléaire. Carrément, qu'est le soleil. Alors, dis-nous pourquoi le soleil est nécessaire à notre vie sur Terre. C'est nécessaire parce que, premièrement, il faut de l'eau à l'état liquide. Alors, dans l'état actuel de la connaissance de la biologie, la vie n'évolue pas dans d'autres systèmes que dans de l'eau. Donc, il faut aussi que l'eau soit pas à l'état gazeux ou à l'état solide, mais à l'état liquide. Donc, pour que l'eau se maintienne à l'état liquide, il faut au moins qu'elle se situe entre 20 degrés, alors entre 0 degré, disons, et 100 degrés de Celsius. Donc, le soleil ainsi que l'atmosphère permettent de maintenir ce genre de température en moyenne sur la Terre. Donc, l'eau est à l'état liquide. La vie a pris naissance dans de l'eau. Donc, sans le soleil, ce n'est pas possible. Ça, c'est déjà... c'est pour créer l'espace de naissance. Carrément. Ensuite, il y a le fait que les êtres vivants, en particulier les arbres, l'espèce végétale, utilisent l'énergie du soleil pour se nourrir. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Donc, sans l'énergie du soleil, ce n'est pas possible. C'est carrément. Le soleil est donc indispensable à notre vie sur Terre, mais on sait qu'il arrive que les étoiles meurent, Maître Volmar. Oui. Et le soleil est une étoile, Maître Volmar. Est-ce que le soleil pourra mourir un jour? Oui, le soleil mourra approximativement dans 5 milliards d'années. Donc, c'est notre système solaire qui... Évidemment. Tout ce qui commence a quand même une fin. Ouais. Donc, et le soleil, comme je viens de le dire tout à l'heure, est composé à 72% d'hydrogène. Alors, c'est son carburant. Donc, le carburant prendra fin. Ouais. Et tout l'hydrogène sera transformé en hélium. Une fois que on aura atteint cette étape, l'étoile va imploser de l'intérieur et se mettra maintenant à brûler l'hélium. L'hélium sera transformé en atome de carbone. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'étoile arrive à un point où elle meurt. Mais pendant cette transformation, il va y avoir un décalage entre l'énergie, alors il y a un problème d'équilibre entre la gravitation et la force qui tend à faire exploser l'étoile, parce que l'énergie qui se crée à l'intérieur de l'étoile tend à faire exploser l'étoile, et la gravitation tend à faire imploser l'étoile. Ça crée, il y a un point de stabilité qui fait que l'étoile reste normalement depuis 4,5 milliards d'années. Mais après avoir brûlé tout l'hydrogène, il va y avoir une sorte de dissymétrie dans l'équilibre, ce qui va faire grossir l'étoile. Donc, le Soleil va prendre la place de Mercure, de Vénus et, selon les calculs, peut-être même la Terre. Mais rassure-nous, quand le Soleil explosera dans 5 à 6 milliards d'années, tu nous dis, ce n'est pas la Voie lactée qui va disparaître. Ouais, non. Le Soleil, c'est une parmi les centaines de milliards d'étoiles qu'il y a dans la galaxie. Donc, ce sera un événement comme tous les autres. Like this, like that, dans le système cosmique. Oui, parce que le Soleil est situé à environ 26 000 années-lumière du centre de la galaxie. Donc, c'est vraiment de l'extérieur. Ouais. Et il gravite autour de 200 km par seconde. Donc, c'est un astre comme tous les autres. Carrément, ce sera une petite blague quoi, dans le cosmos. Donc, l'espoir maintenant, c'est que ça pourrait peut-être faire un peu peur, mais c'est assez loin. Hein. Oui, c'est dans 5,6 milliards d'années, donc on a le temps. On aura l'humanité peut-être aura le temps de maîtriser les voyages dans le temps, dans l'espace, alors je voulais dire. On pourra même changer de galaxie, oui, voilà. Peut-être on ferait les choses à la Star Wars. Ouais, le bonheur sera maintenu. Oui. Merci, Maître Volmar. Eh bien, merci à vous. Voici donc la petite idée. Hein. C'est toujours, dans un temps record, parler de science, parler de soleil pour aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est Gaël Jean-Baptiste qui sera sur le plateau et on va continuer à parler de cosmogonie et d'astronomie. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre attention. Votre intelligence est un feu qu'il faut toujours charbonner. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et fous.